Le cercle RH, notre débat, qui ne sera pas un débat aujourd'hui, qui va être un témoignage, un regard. On va ouvrir une fenêtre sur un monde dont vous avez entendu parler, qui sont les digital nomades. Je le disais de manière un peu caricaturale, mais c'est ces ordinateurs Mac avec plein d'autocollants, c'est un peu le tour du monde, des sacs à dos, une espèce de vie comme ça, de nomadisme. On peut travailler à l'autre bout du monde. On l'a vu pendant le télétravail et ça tombe bien ce sujet aujourd'hui parce qu'on découvre que les DRH découvrent eux-mêmes que leurs salariés leur annoncent par lettre qu'ils ont déménagé très loin et qu'ils vont devoir faire avec. Et donc évidemment, c'est déjà un début de nomadisme de ces salariés qui étaient au bureau et qui se retrouvent à vouloir partir très loin. On en parle aujourd'hui parce qu'un documentaire, il était venu nous le présenter en exclusivité, réalisé par Samuel Durand, son réalisateur, qui s'est bien éclaté, puisqu'on en avait parlé, avec beaucoup de moyens techniques, des pays, des rencontres, des histoires dans chacun de ces pays, pour parler, donner la parole à tous ceux qui travaillent d'une manière un peu différente. C'était ça l'esprit du départ ? Oui, le sujet, c'est simplement de montrer qu'il y a plein de façons de s'éclater dans son job, dans le salariat, en dehors du salariat, en tant que freelance, en tant que membre d'un collectif, d'une communauté, et de montrer que finalement, il y a assez peu de raisons de rester dans un job dans lequel on n'est pas épanoui. On va voir un extrait. Louise Racine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez vous parler, tout ça va faire écho évidemment, cofondatrice du collectif Lookoum. Lookoum, non mais je l'ai fait exprès parce que je me suis dit, Lookoum, pourquoi Lookoum d'ailleurs ? Tiens, je me suis interrogé quand j'ai préparé l'émission. Parce que c'est un nom qu'on retient, c'est la première raison. C'est ça. Et je pense que c'est et on le retient. Une des principales. et ça me semble assez sympathique et chaleureux. Ouais, c'est très agréable à dire. Et non pas Lookoum, mais Lookoum, tout simplement. Voilà. C'est un collectif de freelance spécialistes des problématiques sociales, médias et digitales. Exactement. Parce que le freelance est parfois un peu isolé dans son univers. Il est heureux, mais un peu seul. Et quelque part, vous créez du lien social. C'est ça, votre mission ? C'est exactement ça. On est un collectif de 13 freelances aux spécialités complémentaires. On a un réseau élargi d'une centaine de personnes. Et le but de ce collectif, c'est de travailler ensemble en créant des synergies. En se donnant des clients, en échangeant, en disant « Attends, moi, je n'ai pas cette compétence. Tiens, toi, tu l'as peut-être, Louise. » Oui, alors en travaillant ensemble, mais aussi en pouvant être généreux et échanger des éventuelles missions qu'on ne pourrait pas prendre tout seul. Non, donc, partage du business aussi, pour le dire un peu cash. Oui, et la possibilité de ne jamais dire non, finalement. C'est ça, la capacité de dire « Ok, je suis pris, mais j'ai quelqu'un avec moi qui donne l'impression que vous avez une multinationale au final, alors que vous êtes seul. » C'est un peu ça l'idée. C'est ça l'idée. Voilà, j'ai un problème technique sur ce truc, j'ai quelqu'un. T'inquiète pas, j'ai quelqu'un. Un extrait pour qu'on voit aussi la qualité, parce que j'avais été très sensible à la qualité, moi qui suis un homme de l'image, la qualité de votre documentaire, parce qu'il y avait des drones, il y avait des moments comme ça qui étaient, voilà, vous avez réalisé, c'est pas uniquement des témoignages, c'est aussi de la réalisation. Alors, je l'ai écrit et produit, mais c'est Com qui a fait tout le travail de réalisation, ils sont très bons. Citez-moi, c'est Com ? Com vidéo, le réalisateur c'est Florent Vinouz, qui a co-réalisé avec Guillaume Mougin, et les deux qui ont été exceptionnels sur tous les tournages, et c'est à eux qu'on doit ces belles images, tous les plans de drone. Enfin, j'imagine que Samuel devait être là quand même au moment du tournage, en regardant évidemment sous le combo, pour voir un peu comment ça se passait. Complètement, ouais. Voilà, j'imagine que vous donniez aussi une validation en disant « je valide ». Ouais, mais c'était un vrai travail d'équipe. Moi, sans eux, j'aurais jamais fait ça. C'était une aventure humaine aussi, je pense. Oui, avant tout. Moi, j'ai toujours travaillé tout seul, et j'ai découvert, en travaillant avec Com, le travail d'équipe. J'en étais un petit peu dégoûté à la sortie de mon école de commerce, où on passe des heures à discuter de la couleur d'un PowerPoint, de la police qu'on va utiliser pour une prestation qui va vraiment pas être tellement regardée. Et là, j'ai découvert une vraie équipe. Je me sentais meilleur en étant avec eux, et je sentais qu'on allait beaucoup plus loin dans ce qu'on faisait. Juste avant de voir l'extrait de cette bande-annonce, parce que on ne verra pas d'extrait, mais comment vous vous situez ? J'en reçois beaucoup des invités de votre profil, ce sont des jeunes plutôt brillants, qui ont fait une école de commerce, qui même parfois ont fait un petit pas dans la finance, 1 ou 2 ans, et puis qui ont regardé, qui ont trempé le pied, et puis qui sont repartis, qui se sont dit c'est pas du tout pour moi, et pourtant vous vous engagiez par votre cursus scolaire à devenir un homme en costume, avec une cravate, à négocier, à faire des fusions-acquisitions. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Qu'est-ce que vous n'avez pas voulu ? J'ai vraiment même pas trempé le pied, ou alors le bout de l'orteil. Vous êtes resté sur la plage. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai regardé très vite un petit peu de loin ce qu'on me proposait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté une première boîte quand j'avais 19 ans, et j'ai travaillé en freelance quand j'avais une vingtaine d'années en parallèle de mes études. Et donc, quand arrive l'année de césure et qu'on me propose de faire des stages, j'ai déjà goûté à la liberté, de l'indépendance, j'ai déjà la possibilité de me lever à l'heure à laquelle je veux, j'ai déjà des clients, j'ai déjà une activité. Donc, j'ai assez peu de raisons, dans le fond, d'aller rejoindre une entreprise dans laquelle Petit patron déjà à 19 ans, c'est-à-dire que vous gériez votre business. Petit patron, vraiment petit. Oui, mais vous aviez un client, il fallait l'honorer. J'avais des clients, j'avais des missions. C'est impressionnant ça. Ouais, c'est ça, il y a cette espèce de côté chez vous de je suis pas dans le moule.
Je me suis jamais sans senti faire de vraiment dans le monde. psychanalyse. C'est vrai. Non mais juste, Louise, c'est un peu ça le profil de tout votre réseau aussi. Ceux que j'ai rencontrés, les freelances, ce sont des gens créatifs, très adaptables, mais qui ne sont pas dans le moule, qui, j'allais dire presque d'un point de vue politique, sont un peu décalés. Alors moi, je l'ai été dans le moule, Ouais. plus de 10 ans. Ah vous avez nagé, Je suis vous un petit peu moins jeune. Et donc j'ai quand même été dans le salariat pendant plus de 10 ans. Et j'ai testé plein de structures et d'entreprises. C'était quel secteur dans quel Publicité, RP, etc. Grandes agences, grands comptes. Je vous repose la même question, puisque pour vous, vous êtes encore plus impacté. Qu'est-ce que vous avez voulu jeter à la poubelle? Parce que finalement, en prenant cette vie, en organisant ce réseau et Loukoum, voilà, vous faites un pas de côté. Qu'est-ce qui ne vous convenait pas dans ces grandes agences, dans ces espèces de grosses machineries? Tout. C'est ça. Tout. Après, on apprend énormément et grâce à ce passage en grande entreprise, j'ai pu gagner en confiance et faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, faut pas cracher sur ces expériences-là. Mais en revanche, j'ai été vraiment, comment dire, portée par ce passage en freelance qui m'a donné une nouvelle liberté dans ma vie professionnelle et personnelle. J'ai pu décloisonner mon activité professionnelle et toucher à tellement d'univers différents que je ne peux pas regretter ce choix-là. Louise, on va voir l'extrait, mais est-ce qu'on se sent mieux? D'un point de vue presque physiologique, est-ce parce qu'on a beaucoup de coachs, d'experts, de psychologues qui nous parlent aussi de rapport à la pression, à la tension au travail, aux organisations qui écrasent parfois. Est-ce que vous êtes senti mieux, vous, en tant qu'être humain, dans ce choix de vie? Incomparable. 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 Ouais, épanoui. Ma vie est super depuis que j'ai quitté le salariat, mais avec plein de contraintes. C'est pas idéalisé. Je suis d'accord. J'ai du stress. Je n'ai pas de chômage, je n'ai pas d'assurance. Tout ça, vous le financez? Oui, voilà. Mais j'ai gagné ma liberté et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est ça la philosophie. C'est exactement ça. On est prêt à assumer d'autres contraintes parce qu'on a cette liberté qui vaut tout ce qu'on peut avoir de reste dans le monde. La liberté, ça n'a pas de prix, je suis d'accord. Un extrait, en l'occurrence, la bande-annonce de votre film, Working Progress, avec toute une équipe de réalisation, parce qu'évidemment, Samuel tenait à remercier toute son équipe de prod, parce que c'est vrai que sans eux, on ne fait pas d'image et on ne fait pas de réalisation. La bande-annonce, et on se retrouve juste après. There is one question we've all had 1,000 times since we were kids. What do you want to be when you grow up? What does changing the world mean to you? How would you change the world if nobody was watching? Why should work be a burden that we should get rid of as soon as possible? Basically, starting from the 1980s and 1990s, the promise of a job for life was gone. The only options you had, go to college, get your office job, house, marriage, kids, the end. Nobody even introduced the concept of working online. It's not just a generational phenomenon, it's basically the problem of our age. Je ne me sentais pas forcément à ma place, et en tout cas pas en mesure d'évoluer comme je le souhaitais. À quoi ça sert de gagner de la thune si on n'est pas assez heureux pour la dépenser? Can't we enjoy working, find meaning and fulfillment in it? People are already bringing the future of work into the now. We yearn for more flexibility and for more trust from our employers. We are at a period of time where never before have we ever seen in human history that us as individuals have so much innovation power. The best way to predict the future is to invent it. You could be your own company. You could do more things that required a team of 10. It's in our DNA to move forward. And it's not just a question for the privileged few. The place of production, the place that you're going to have some output. What if that was also the place that you went for care, for trust, for meaning? Voilà, Working Progress, on le découvre sur la plateforme Salto. Dès demain. Dès demain. Salto, et alors ça c'est pour la France, et puis pour le reste du monde sur Curiosity Stream. Curiosity Stream, Salto, c'est cette plateforme, on peut aller sur Internet évidemment, qui est le regroupement des grandes chaînes de télévision et qui se sont associées pour créer cette plateforme. On découvre votre documentaire. Le monde se transforme.
vous l'avez vu à travers. Est-ce qu'on est en retard, nous, en France, par rapport, je dirais, au benchmark de tous les pays que vous avez rencontrés? Est-ce qu'on est encore assez patriarcal? Est-ce qu'on est encore un peu traditionnel dans notre manière de travailler? De façon assez générale, oui. Si on veut prendre le tableau global, oui, on a toujours quand même 2-3 ans de retard par rapport aux États-Unis, globalement, sur pas mal de sujets. Mais il y a quand même des très bonnes initiatives qui existent en France et un peu partout. On ne peut pas faire de généralité quand même non plus pour dire tel pays est en retard par rapport à tel pays. Parce qu'en fait, aux États-Unis aussi, on a des boîtes qui sont très très en retard par rapport à certaines boîtes en France. En fait, il y a quelques personnes qui sont pionnières sur différents sujets, sur le salariat, sur le freelancing, sur le nomadisme, sur les collectifs. Et on trouve des collectifs qui sont hyper en avance. On est d'accord que on est sur une niche quand même là, Samuel. Le nomadisme, c'est une sorte d'image d'Épinal. On a le camping-car, on a la planche de surf. Et puis on a ouvert comme ça dans le combi, on envoie quelques mails. Enfin, c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Non, on est d'accord. Je suis dans le cliché. Il y a vraiment des gens qui font ça, qui vivent comme ça. C'est-à-dire le matin, ils font leur taf, comme on dit, leur job. Ils envoient des mails, ils prévoient un truc, puis à l'après-midi, ils vont surfer, quoi. Ça existe. Ça existe. Le cliché du nomade qui travaille sur la plage, pas tellement parce que c'est pas pratique avec les grains de sable. Non, mais enfin, il est dans son camion et ou à l'hôtel. Ça, par contre, dans le van, complètement. Ça existe. Des gens qui deviennent nomades et qui se disent, j'ai pas tellement de raison de voyager simplement 5 semaines par an. J'ai envie de voyager toute ma vie, j'ai envie de passer du temps. Et j'en connais là, j'ai des amis qui sont au Mexique en ce moment, qui sont à Bali, qui sont. Et ils font quoi? C'est quoi leur business ou leur job? Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, en fait, ça a été réservé aux indépendants, aux entrepreneurs. Et de plus en plus, on en a qui sont salariés maintenant. La semaine prochaine, moi, je pars au Portugal avec des amis qui sont tous salariés et on va tous télétravailler depuis le Portugal. Leur entreprise les autorise. Voilà, exactement. Ils n'ont pas menti. Ils ont dit, on part au Portugal, on va bosser. Et ça pose aucun problème à l'entreprise. L'entreprise est complètement d'accord parce qu'en fait, elle sait que ce qui est important, c'est les objectifs qui vont être atteints. Et ça fait 1 an que l'entreprise a pu vérifier que les objectifs étaient atteints, même s'ils n'étaient pas forcément sur le lieu de travail. Donc, qu'ils soient au Portugal ou ailleurs, whatever. J'ai une double question, Louise, parce que vous êtes à la fois challengée par ce qu'on vit ici sur ce plateau dans Smart Job. On a des entreprises qui sont très en avance, qui ont compris cette transformation et qui en fait traitent leurs salariés comme des freelance. Ils leur disent, dans le contrat, vous aurez déjà 2 jours ou 3 de télétravail, vous aurez des horaires totalement free et souples. Ça vous challenge, ça? Alors, où il y a de la place pour tout le monde? Oui, et finalement, là, ce qui est en train d'émerger comme modèle, c'est un modèle que nous, freelance, on C'est vous qui l'avez inventé? Déjà depuis qu'on a commencé. Et finalement, c'est vrai que souvent, on nous a posé la question de est-ce que le confinement, est-ce que la Covid a été impactant pour votre activité? Pas trop. En fait, nous, le travail confiné et le télétravail, c'est notre vie, en fait. Ouais, vous étiez déjà dedans. On avait déjà les modes de travail et les outils. Vous n'êtes pas revenu au bureau, donc vous... Moi, j'ai pas vraiment de bureau. Enfin, si, c'est chez vous? J'en ai plein, quoi. Vous en avez plein. Vous optez, parce que c'est un sujet qui est en train de s'ouvrir en France, les espaces les lieux dédiés, les coworking, tous ces espaces qui ne sont pas vraiment des bureaux, mais qui ne sont pas à la maison non plus. Vous optez pour quoi dans votre vie de freelance? C'est chez vous? Parce que vous avez 3 ordi et votre bureau, ou vous allez en coworking? Alors, ça dépend des moments. J'ai longtemps été en coworking. Personnellement, j'ai aussi loué des bureaux avec d'autres freelances du collectif. On se sent moins seul, on peut travailler ensemble, on a des projets communs. Oui, et puis on crée des synergies, on peut trouver des clients en coworking, on peut trouver des partenaires. Exact. Donc, il y a des rencontres, bien sûr. Donc après, quand on travaille tout seul, on a moins d'opportunités. Bien sûr. Mais je pense qu'un bon équilibre, travail en collectif, un travail en... C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a quand même le freelancing, il y a cette notion de liberté de côté. Mais ce que vous nous racontez d'un point de vue sociologique, c'est qu'il y a quand même ce besoin de travailler ensemble. Qu'on soit salarié ou pas, il y a quand même besoin de bosser ensemble. Ensemble et tout seul aussi, parce que être tout seul, c'est hyper important en fait. Et avec le décloisonnement des bureaux et les open space, c'est impossible de travailler seul. Ouais. Donc vous avez besoin de ces moments de solitude, puis aussi des moments où on est en connexion. Est-ce que c'est ça l'avenir du travail? Je vous la pose d'une manière un peu politique, parce que le travail est politique. La façon dont on travaille dit quelque chose d'une société. Est-ce qu'on est en train de déréguler le travail? C'est-à-dire qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui se dit, j'ai du dur, j'ai le hard, et puis tout autour, je vais le donner à du freelancing, la prestation extérieure. Enfin, il y a eu ce débat qui était très politique. Il y a les bonnes raisons et les mauvaises raisons pour lesquelles on dérégule. Et la mauvaise raison, et on la voit en ce moment avec la crise, c'est que quand on a une période de crise, on veut couper les charges fixes et on veut plus de charges variables. Donc concrètement, on veut avoir moins de main-d'œuvre salariée et plus de main-d'œuvre freelance. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme engouement autour des freelances en ce moment. Mais il y a aussi quand même une tendance qui est sous-jacente, qui existe depuis quasiment une dizaine d'années. C'est surtout un sujet de talent, de guerre des talents. C'est qu'il y a des métiers sur lesquels on n'arrive pas à recruter. On a des annonces sur des sites carrières qui sont là depuis des semaines et personne ne postule. On a fait passer un entretien au mieux en 1 an.
alors qu'il y a des profils qui sont disponibles dès demain, qui sont hyper opérationnels et qui ont énormément apporté, mais en freelance. Mais en freelance, et ils veulent rester libres. Ce sont des gens qui ont une Exactement. grosse valeur ajoutée. C'est aussi la force des freelances, mais qui disent moi je veux pas revenir dans une entreprise. Je signerai pas de contrat. Enfin, c'est comme ça que vous le vivez, ou vous vous dites tiens dans 10 ans parce que ma vie aura changé, je vais peut-être me remettre dans l'eau froide. Si l'entreprise a changé, pourquoi pas? Si l'entreprise a changé. Vous avez le sentiment qu'elle change ou pas? Parce que vous la rencontrez, l'entreprise. Oui, j'en rencontre beaucoup qui ne changent pas beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. Mais... Qu'est-ce qui n'a pas changé? C'est-à-dire une sorte de rigidité dans la structure? Oui. C'est ça. Je travaille avec des grands, surtout des grands groupes, des grandes entreprises qui ont beaucoup de mal avec le télétravail, avec la flexibilité, et qui ne font pas confiance. Et c'est ça le problème. Pour moi, c'est un vrai problème de confiance. Évidemment. Ouais. Ça, je suis d'accord. C'est central qu'il ne faut pas confiance aux collaborateurs. Oui. Considérant que parce qu'ils sont loin, ils ne vont pas bosser. C'est ça. Et le modèle de Loukoum, en partie, c'est de faire confiance. Et finalement, en faisant confiance aux gens, aux travailleurs, et aux collaborateurs, on obtient des choses merveilleuses, quoi, Moi, vraiment. Ce que je trouve intéressant dans vos profils et dans ceux qui nous regardent et qui auraient peut-être envie de se jeter à l'eau, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, c'est qu'on n'est plus dans une relation de subordination et de contrôle managérial un peu rigide, qui est parfois très agaçant, mais on est dans une relation de j'ai une mission, je vous la rends, je fais bien le job, et on me rémunère avec. Donc ça dérégule ça aussi, cette relation-là. On est partenaire en fait. Je suis plus un salarié soumis à une subordination, mais je suis votre partenaire. Ouais, on est partenaire et l'entreprise fait confiance. On parle d'entreprise étendue. Les Américains parlent de Total Workforce Management, de se dire qu'en fait on peut travailler avec tout type de profil. C'est pas très important leur statut. Ce qui est important, c'est leurs compétences, c'est leur talent. Et dans une équipe, on sait qu'on est là parce qu'on a telle compétence qui est complémentaire, qui va dans le sens du projet, pas parce qu'on est copain avec telle personne qui gère le projet et ça fait 10 ans qu'on se connaît bien et qu'on va manger ensemble le midi. C'est plutôt. C'est du vécu, ça. On voit en entreprise, en fait, souvent. C'est très vrai. Ça existe, malheureusement. Et là, on se dit qu'en fait, on peut travailler avec tout type de profil. Des indépendants, des intérimaires, des salariés qui ne sont pas forcément dans la même branche, mais qui, une journée par semaine, c'est la mobilité interne, peuvent venir travailler dans un autre service de l'entreprise, apporter de la compétence. Et c'est-à-dire qu'on crée des équipes projets qui sont complètement hybrides, qui sont dérégulées au sein même d'un projet d'une entreprise. Quand même, on se le dise avant de partir, tout le monde ne peut pas être freelance, tout le monde ne veut pas être freelance. C'est surtout ça. Il y a des gens qui se sentent bien dans le salariat. Oui. Et pourquoi pas? On les comprend. Il n'y a pas de critique sur le salarié qu'on montrerait du doigt, du genre. Et il y a aussi beaucoup de contraintes à être freelance, ne le cachons pas. Ouais, vous l'avez dit, mais il y a une prise de risque. Être freelance, c'est prendre des risques chaque mois et avoir des clients chaque mois pour se nourrir, et payer son loyer. C'est ça l'enjeu. Et il n'y a pas 5 semaines de vacances par an. Et il n'y a pas 5 semaines. Vous avez combien de semaines de vacances par an? 3? Alors moi j'en prends 5. Mais parce que vous avez acquis... Parce que j'ai décidé que j'en prendrais 5 et que le reste de l'année, je travaille de manière très dense. Mais, plus de travail quand on est freelance en termes de volume horaire? Tout dépend comment on travaille, mais si on veut bien gagner sa vie, oui, mais finalement les heures passent beaucoup plus vite. Les heures passent plus vite, oui, parce qu'il n'y a pas ce rapport de subordination. Oui, et on n'a pas cette contrainte de faire 8 heures par jour. C'est ça, on n'est pas à l'usine. On peut travailler 4 heures et travailler très bien et travailler peut-être un peu le week-end et c'est pas grave. Vous aussi? Moi, je suis incapable de dire, est-ce que là, je suis en train de travailler, en train de faire la promotion de mon documentaire? Là, vous travaillez. Pas vraiment, parce qu'en fait, sur mon temps libre, tu m'aurais proposé l'émission le samedi, je serais venu avec plaisir, parce que on passe un bon moment ensemble, et je suis très content de vous voir tous les deux. Donc en fait, j'ai du mal à dire, et c'est la même chose pour à peu près tout ce que je fais. Donc j'ai beaucoup de mal, à part des moments compliqués de comptabilité, où là, ça me fait peu plaisir. Mais la plupart de ce que je fais dans mon travail, c'est une activité. C'est pas ressenti comme un travail. C'est pas un travail. J'arrive à différencier l'activité, et le terme de travail, je trouve que... C'est un grand débat philosophique. Il y a un plaisir qui fait que vous n'avez pas l'impression d'aller au travail. Complètement. Ou d'aller même au travail physiquement, d'ailleurs. Depuis que j'ai commencé ma vie de freelance, souvent je me lève le matin en me disant j'ai l'impression d'être en vacances, mais en fait je suis pas du tout en vacances. Mais par rapport à la vie d'agence que j'avais avant, et tout le stress que je pouvais avoir, les échéances et le management, mais c'est incomparable. Le jour et la nuit. Incomparable. J'ai été très heureux de vous accueillir, que vous ouvriez une fenêtre. Alors elle est en train de s'ouvrir, il ne faut pas non plus être conservateur. Elle s'ouvre doucement en France. On a des entreprises qui viennent sur ce plateau et qui témoignent de tout ce que vous me racontez. Vous voyez comment dans 10 ans, Samuel? C'est quoi le Samuel dans 10 ans? Toujours un nouveau doc, hein? Un nouveau doc, même plusieurs documentaires. Le prochain est en préparation, Work in Progress 2. On va se centrer sur l'entreprise de demain et sur en quoi le salariat peut encore être attirant. Dans 10 ans, je me vois résolument libre encore, après que ce soit en freelance, en tant que salarié, en tant qu'un collectif, peu importe, parce que je pense que l'entreprise va se transformer vers
plus de liberté aussi. Je ne suis pas fermé à devenir salarié peut-être un jour, mais au sein d'une boîte qui se sera transformée. En tout cas, pour l'instant, je suis résolument indépendant. C'est un scoop, Samuel Durand n'est pas fermé à devenir un jour salarié. Notez-le bien. Et en plus, c'est enregistré, c'est l'avantage. Comme ça, on pourra vous le ressortir dans 10 ans, parce qu'on se reverra, j'en suis sûr. Auteur de ce documentaire, c'est Salto, Working Progress. Salto, c'est en France. Allez découvrir ce doc. Il est diffusé, présenté demain sur Salto. Louise Racine, merci d'être venue nous faire partager votre vie, vos sensations de freelance, cofondatrice du collectif Loukoum, avec plein de problématiques, plein de métiers différents. C'est un petit fil rouge comme ça qui relie tous ces freelances. On termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous n'allez pas être dépaysés, ce sont les métiers de la culture. On va recevoir une entreprise qui accompagne les TPE, les PME de la culture. C'est la reprise aussi dans le secteur de la culture, qui accompagne ces entreprises qui parfois évidemment sont un peu hésitantes après un an de Covid. On en parle. Et c'est Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite.